to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de dates à donner. D'abord, 1993, Festival de Cannes, je crois que c'est la sélection Un Certain Regard, si je ne me trompe pas, mais il faudra peut-être, je crois que c'est Un Certain Regard ou la sélection officielle, peu importe, il était à Cannes, c'est un film, Déménagement, un film de Shinji Somai. Le film est reparti bredouille et depuis, pas de sortie en salle en France. Il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque française 20 ans après, en 2013, si je ne me trompe pas. Mais surtout, le film a été montré pour la première fois, une sortie commerciale, c'était l'année dernière, en octobre, le 25 octobre 2023, grâce à Survivance, Guillaume Morel, que je remercie, et Emmanuel Vernière aussi pour la conception de cette émission. Le film est important, il est fondamental, je l'ai loupé. Voilà, l'année dernière, je l'ai carrément loupé sur la chaîne et il sort enfin, il est sorti depuis fin avril, je crois, depuis le 29 avril en DVD Blu-ray, édité par Survivance. Et le film, c'est Déménagement, je l'ai dit, je montre, voilà. Et il est vraiment important d'en parler. Et il y a une autre bonne nouvelle, c'est que le 3 juillet 2024 va ressortir pour le coup en salle Typhoon Club, qui était aussi un film passionnant, mais ça, pour le coup, je ne le louperai pas et on en parlera un peu plus tard sur la chaîne. Et pour en parler, eh bien, Stéphane Duménildo, que vous connaissez très bien, écrivain, critique de cinéma, qui était déjà venu sur la chaîne pour vous parler entre autres de Nagisa Oshima et du film. Oh là là, c'est terrible, j'ai oublié. Voilà, alors que c'est un grand film. C'est terrible. Vidéodrome. Il y avait Vidéodrome et puis il y avait le film de Nagisa Oshima. C'est terrible. C'est pas possible, je vieillis mal. Je me bonifie pas, je vieillis mal. Voilà, celui-là. C'est tellement évident qu'on l'oublie. Bon, et ben parmi les différentes bonus, pardon, il y a un livret de 16 pages de Mathieu Capel. Il y a Ryusuke Hamaguchi et Hirokazu Koreeda aussi qui écrivent dans ce livret. Et puis il y a un entretien avec vous. Et j'en ai profité pour renouer le dialogue avec vous. Vous avez bien accepté de revenir. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bon, première question, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais c'était important quand même de donner des dates pour bien comprendre un peu qui est ce cinéaste et qu'est-ce qui fait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un oubli, problème de distribution, ça on va certainement en parler, mais moi la première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement, qui est ce cinéaste? Alors, Shinji, il est né en 48, il est mort en 51, donc à 53 ans, hein, ce qui est quand même très, très, très jeune, hein, très prématuré. Alors, qui est Shinji Somai? Au Japon, c'est vraiment un cinéaste culte, hein, c'est vraiment le cinéaste des jeunes réalisateurs, en tout cas de cette époque. Je crois que c'est en voyant ces films qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de vraiment changer dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on quittait vraiment les années 60 pour entrer dans le cinéma des années 80 avec d'autres enjeux et puis une prise différente sur son époque. Voilà, donc il fait rentrer une modernité, de nouveaux personnages et puis une façon tout à fait différente de filmer. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça auparavant en fait, hein. On sort vraiment du type de cinéma des studios pour entrer peut-être dans quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un cinéma d'auteur absolument libre, et même libre par rapport aux auteurs de la génération précédente. Alors je pense évidemment à toute la nouvelle vague japonaise, mais qui déjà dans les années 70 était un peu en perte, hein, en tout cas avec beaucoup moins d'exposition. Disons que c'est un cinéma qui ne va pas être politique au premier abord, et qui va aussi se libérer des dogmes. En fait, les années 80, c'est un territoire vierge, un peu indistinct. Et Shinji Somai, je pense qu'il va être le cinéaste de cette époque. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites des prises différentes sur son époque? Eh ben, les années 80 au Japon, disons que c'est le moment au plus haut du consumérisme japonais, hein. Là, on est vraiment, tout ce qui a été la haute croissance a atteint son pic. Et bientôt, on va avoir l'éclatement de la bulle économique. Enfin, toutes les années 90, 2000, qu'on va appeler
la génération vide, hein, une sorte de blank generation, ou la décennie vide. Là, dans les années 80, on est dans une époque de consumérisme extrême et aussi dans une sorte de civilisation des loisirs, un peu délirante. Et Shinji Somai, il va y participer parce qu'il va participer à ce mouvement qu'on pourrait appeler le cinéma d'idole, hein. C'est-à-dire que chaque film était, enfin, l'industrie du divertissement, que ce soit la télévision, la chanson ou le cinéma, était dominée par l'idée de la jeune fille. Voilà, de la jeune fille, de la talentou, donc une jeune fille pleine de talent, qui était à la fois, qui était un peu tout, quoi, hein, présentatrice de télé, chanteuse, actrice, etc. Et ça va être le premier motif du cinéma de Somai, avec des films comme le couple incroyable, je ne sais pas comment c'est la traduction anglaise, mais surtout Sailor Suit and Machine Gun, avec une jeune actrice qui s'appelle Hiroko Yakushimaru, qui était vraiment l'image de l'idole. Et lui, il va en faire quelque chose d'autre. Hein, il va changer cette image-là. Il va l'emmener dans des situations absolument délirantes. Dans Sailor Suit and Machine Gun, c'est une jeune fille de 14 ans qui se retrouve, qui hérite du clan Yakuza de son père, et donc qui va commencer à être à la tête d'un petit gang de Yakuza minables, mais tout le film est une sorte de rêverie et de parcours initiatique. Donc voilà, un peu comme Obayashi, le réalisateur de House, dans la génération précédente, il va prendre ces images qui sont des images typiques du consumérisme japonais pour leur donner une dimension existentialiste, en fait. Donc voilà, il est à la fois entre deux voies, en quelque sorte. Quelque chose qu'on pourrait trouver extrêmement commercial, et puis quelque chose qui a trait au cinéma d'auteur, mais aussi à des choses qui lui sont complètement propres, mais aussi, ça on y reviendra, je pense, à propos de déménagement, avec un style, évidemment, qui était totalement inédit à cette époque-là. Est-ce que c'est un cinéaste qui a... Pardonnez-moi, excusez-moi, je vous ai interrompu. Je vous en prie. Non, allez-y. Non, j'allais juste vous demander si dans les années 80 et 90, est-ce que ce cinéaste a suscité une adhésion et du public, mais aussi de la critique de cinéma, dans son pays, hein, j'entends bien. Oh, bien sûr. Bien sûr, le parallèle à Sailor Suit and Machine Gun, si vous voulez, c'est la boom au Japon. Ah oui, d'accord. C'est un film que tous les adolescents ont vu, en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Hiroko Yakushimaru, quand on voit sa coupe de cheveux, c'est un peu Sophie Marceau quand même. Hein. Il y a vraiment un rapport. Sophie Marceau était une idole au Japon, hein, ça c'est aucun doute. Et donc toutes les adolescentes avaient la petite coupe de cheveux comme ça. Et bon, voilà, elle ne fait pas exception à la règle. Mais le film, oui, tout le monde l'a vu au cinéma et puis plus tard à la télévision. Donc ce sont des films extrêmement populaires, hein, bien sûr. Et là, je vous pose une question, parce que c'est toujours aussi perturbant et en même temps euphorique, il faut le dire, quand on découvre un cinéaste qui existait depuis un certain temps. On se dit, tiens, il y a encore des choses à découvrir. C'est très basique ce que je viens de dire, mais c'est passionnant quand même. Mais moi, la question, c'est la question de la distribution en France. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles, comme on dit, de ce cinéaste en termes de distribution, mais surtout, est-ce que ce qu'on a connu en France, est-ce qu'il l'a subi aussi dans d'autres pays? Alors ça, dans d'autres pays, je ne sais pas du tout, mais de toute façon, le cinéma japonais était très mal distribué dans les années 80 et 90. Et on pourrait dire quand même, le cinéaste qui a enclenché une redistribution du cinéma japonais en 90, mais qui est d'ailleurs un peu celui qui a éclipsé Somai, c'est Kitano en fait. Voilà. C'est vraiment l'auteur japonais qui apparaît avec Sonatine. Mais manque de peau, c'est l'année où il y a aussi Moving, déménagement, à Cannes. Et tous les regards, évidemment, sont braqués sur Kitano.
évidemment qu'une personnalité très charismatique. Le film, c'est un film de Yakuza, mais en même temps complètement décalé. Le film est complètement irrésistible, il faut le dire aussi. Et ça fait un peu passer sommeil à la trappe, alors qu'il aurait dû être vraiment le nouveau cinéaste japonais qu'on découvrait à cette époque-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est l'histoire. Mais donc voilà, je crois ça tient vraiment en grande partie aussi à cette focalisation sur Kitano, qui cette année-là explose et éclipse tout le reste. Et vous, personnellement, vous avez rencontré le cinéma de Sommeil à partir de quand? Euh, je pense que c'était dans les années 2000. Tout simplement parce que c'était à l'époque où on était tous, moi et puis tout un groupe d'amis, en train de rechercher des films inédits, des films un peu bizarres et décalés, suite un peu à l'obsession qu'on avait pour Koji Wakamatsu, en fait. Hein. Donc, Ah on oui. s'échangeait des fichiers. Et je pense qu'un copain m'a passé ce film en disant, voilà, enfin le film, c'est Lawsuit and Machine Gun, en tout cas, en disant, voilà, c'est complètement délirant. Et puis ensuite, il y a eu Typhoon Club. Évidemment, je pense que c'est les deux films qui s'échangeaient, je dirais, un peu sous le manteau à cette époque-là. Mais après, il y a eu la rétrospective à la Cinémathèque, évidemment, qui a permis de quasiment, je pense, de tout voir, en fait. Alors, je rappelle un Voilà. oui, pardon. Non, je Non, vous en non, prie, non, allez-y, non, je vous en prie. Non, mais en non, tout non, non, cas, je- vous étiez donc, vous, à la rétrospective en 2013 à la Cinémathèque. Et oui. est-ce que vous vous souvenez un petit peu des retours qu'il y avait autour de cette nouvelle cinématographie qu'on découvrait? Non, ça, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas vraiment, mais en fait, il y avait quand même, c'était une suite de découvertes. Et puis quelque chose en fait qui était assez bon. On voyait qu'il y avait les films sur la jeunesse qui se dégageaient, qui est quand même son grand sujet. C'est quasiment la moitié de sa filmographie. Je pense à Pipi Rider, à Typhoon Club, à Moving, à The Friends. Et puis au milieu des films beaucoup plus enfin, qu'on avait du mal à rattacher, enfin, qui se rattachaient à des genres, mais qui étaient plus hétéroclites. Alors, je pense à Love Hotel, son film érotique, ou un film très étrange qui s'appelle The Catch, qui se passe dans un village de pêcheurs et qui a quelque chose un peu une sorte d'épopée à la Hemingway, si on peut dire. Hein. Mais en fait, c'est surtout ces films de jeunesse qui sont marquants et aussi, évidemment, son style. Parce qu'il y a des obsessions stylistiques, il y a une façon de faire bouger les personnages qui appartient qu'à lui et donc qu'on retrouve complètement dans Déménagement. Alors, Déménagement, je rappelle que c'était un film qui était ressorti, qui était sorti en salle, ici en France, l'année dernière, le 25 octobre, et il est ressorti enfin, il est édité, pardon, en DVD Blu-ray, chez Survivance depuis le 29 avril, si je me trompe pas. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'en parler. Je vais juste donner 2-3 lignes de synopsis. Donc, le film tourne autour de Ren, qui est une jeune fille dont les parents viennent de divorcer. On le comprend dès le début du film. D'ailleurs, je vais revenir sur cette séquence-là. Son père donc déménage et elle doit s'adapter à cette nouvelle vie voulue par les adultes. Révoltée contre le monde des grandes personnes qu'elle interroge avec clairvoyance, elle devra apprendre à grandir et à se réconcilier avec eux au cours d'un cheminement qui l'amènera aux confins de la réalité. C'est ce que nous lisons sur le synopsis du DVD. On dit souvent d'un cinéaste ou d'une cinéaste qui filme l'enfance, on dit souvent il y a une peinture de l'enfance qui est très précise, très honnête. Là, pour le coup, quand on utilise cette phrase-là, peinture de l'enfance, le mot peinture est vraiment adéquat. Je pense par exemple, et vous le savez, ne serait-ce que la dernière partie du film, les 30-35 dernières minutes qui sont juste extraordinaires. Et comme je n'ai pas vu d'autres films à part Typhoon Club du cinéaste, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette notion de peinture, finalement. Euh, cette notion de peinture, il vient d'un cinéma, le cinéma des années 80 est très coloré en fait. Hein. Il y a beaucoup de rouge, de jaune. Ça aussi, ça marque un peu le changement de la décennie. Et je trouve que ce style pop
il vient un peu aussi des magazines pour jeunes filles qui connaissent aussi voilà, l'équivalent des hockey podium de notre jeunesse, en quelque sorte. Hein. Voilà, qui connaissent beaucoup de succès et qui présentent à chaque fois voilà, des adolescentes extrêmement jolies, extrêmement souriantes, dans des vêtements, voilà, des pulls bleus ou des salopettes rouges. Donc, il y a l'enfance, en tout cas un peu avant, celle des années 80, a aussi vraiment, vraiment ses couleurs. Mais en même temps, il va placer ces jeunes filles ou parfois ces jeunes garçons dans des cadres qui sont des cadres qui sont à la lisière des villes. Il y a quelque chose de très campagnard euh, ou périphérique dans le cinéma de Somaï. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits coins de campagne, des cours d'eau, des choses comme ça. Je pense à Pippi Rider qui se balade dans toute la banlieue de Tokyo, les petits quartiers, etc. Euh, donc voilà, si on parle de peinture, je pense que c'est dans ces oppositions avec voilà, ce côté très années 80 exubérant. Et puis, cette campagne un peu à la Miyazaki, hein, avec des cours d'eau, une présence très forte de l'atmosphère des saisons. Bah, ça se passe souvent en été, donc ça, en tout cas, dans Déménagement, c'est très très net. Hein, les fêtes d'été, et puis cette séquence qui est absolument magnifique de la pluie qui tombe sur la petite fille lorsqu'elle se rend compte que peut-être ses parents vont se remarier, voilà. Et, donc voilà, et voilà, je pense que c'est là, à partir de là, on peut parler d'une forme en effet, de peinture, quelque chose de très très pictural chez Somaï. Euh, et puis peut-être aussi, je ne sais pas, alors il faut se méfier toujours des jeux de mots en fait, hein. Mais on pourrait dire que peut-être la petite fille s'appelle Rain, comme la pluie, quoi. Comme la Aussi, pluie. ce qui rajoute aussi à ces peintures japonaises de la saison des pluies. Mais comme je dis, il faut se méfier parce que parfois, ah ben non, on dit non, ça ne serait pas pareil, donc il y a une nuance, etc. Mais bon, voilà. Imaginons que pour nous, occidentaux, un peu ignorants, on peut faire ce rapport poétique. Bah, je vais prolonger dans la psychologie un peu facile, on va dire ça comme ça. Est-ce que cette partie, qui est vraiment passionnante à questionner, la dernière partie, est-ce que c'est aussi une Oui. manière pour le cinéaste de bien montrer que ce personnage, Ren, pendant tout le film, fuit cette réalité? C'est-à-dire que ses parents divorcent, mais qu'ils sont aussi, enfin, c'est pas qu'ils sont contents de divorcer, enfin, si quand même, ils retrouvent une certaine liberté. Ils le disent d'ailleurs. Et est-ce que ça, le faire fuir cette réalité, c'est une manière aussi donc de colorer toute cette partie-là, de faire confronter ça à son personnage? Alors, dans un premier temps, on peut dire que ce serait ça, en effet, elle fugue, tout simplement. C'est une fugue qui va l'entraîner dans des paysages pendant ces grandes fêtes, avec des feux d'artifice, des lanternes sur l'eau, et puis bon, ce grand lac où il y a des bateaux à tête de dragon, des sortes de dracars, hein, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le lac Biwa, là où se passe la dernière partie, est censé être le territoire d'un dragon, voilà, qui vit en dessous du lac, donc un dragon très très important dans la mythologie japonaise. Et donc c'est un endroit qui relie, grâce au Matsuri, au fait, hein, qui relie avec les croyances Shinto. Donc les croyances Shinto, c'est tout ce qui, pour les Japonais, en fait, c'est un peu le tissu magique du monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des dieux absolument partout. Il y a des dieux voilà, dans les ordinateurs même. Hein. Il y en a dans le bois, il y en a par terre, il y en a. Enfin bon, bref, le monde entier est un ensemble de divinités. Et c'est ça qui lui donne sa cohérence. Voilà. Et donc le Shinto n'est pas une religion, il n'y a pas de messe, hein, ou de choses comme ça, il n'y a même pas de texte sacré vraiment. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de morale particulière, mais c'est juste un état du monde. Et moi, je pense qu'en fait, le monde de Reign a été, il y a eu un accroc, si on peut dire. Hein, il a été brisé, en tout cas, par la séparation de ses parents, et séparation qui a aussi la particularité, c'est qu'on ne lui dit pas ce qui se passe.
hein, ce qui est terrible. Elle voit que son père déménage, mais jamais il y a une explication avec elle pour dire, écoute, nous divorçons. Voilà. C'est toujours, papa va aller vivre un peu ailleurs, etc. Et donc, ça la laisse dans un état d'incompréhension totale, hein, ce qui explique qu'elle a cette espèce de qu'elle est très très agitée quand même, hein, qu'elle a ses crises de nerfs. Alors, elle n'est pas agitée méchamment, mais comme c'est une petite fille qui a beaucoup beaucoup d'énergie, on sent qu'elle est un peu ça, c'est un tourbillon, quoi. Et donc, on lui donne pas de réponse. Et en fait, ces réponses, je crois qu'elle va les trouver au terme de ce parcours initiatique à l'intérieur, ben voilà, de ses croyances. Et elle va dire au revoir à ses parents. C'est ce qu'on voit hein, lorsqu'elle se voit elle-même Mm. avec ses parents, puis ses parents s'en vont. Et donc, ça la remet comme individu, hein, comme quelqu'un d'autonome qui n'a plus besoin de ses parents. C'est elle aussi qui doit se séparer d'eux à ce moment-là. Je veux dire, c'est vital hein, pour elle. Et donc, à la fin, bah, ce tissu, ce tressage du monde, finalement, est reconstitué. Voilà, c'est mon interprétation, en tout cas. Mais est-ce que c'était, est-ce que ça donne plus de force le fait que, dans cette, dans cette fugue, dans la finalité de cette fugue, elle doit passer par cette fête. Le Matsuri, si j'ai bien compris, ça se passe en été, c'est une espèce de fête traditionnelle, quelque chose comme ça. Et donc, ça donne aussi un nouveau Il rythme y en dans a la mise en scène. tout. Voilà, et ça crée un nouveau rythme dans la mise en scène, et ça m'a fait rappeler, mais là vraiment je le dis à Ah un oui, degré moindre, vraiment à un degré moins, ça m'a fait rappeler à cette fin complètement folle, parce que totalement surréelle, de Voyage en Italie de Rossellini, où il y a le sacré, il y a tout ça, et je me dis que s'il n'y avait pas ça, il n'y a pas cet événement qui fait qu'on peut y croire, le miracle, je sais quoi. Et je me dis que le fait qu'il y ait ça, cette fête traditionnelle avec tout ce que ça dit, et tout ce que ça crée comme rythme participe aussi à la, comment dire, à l'aboutissement, ou à la compréhension de Rennes finalement. oui, oui, parce que en fait, ces fêtes sont des fêtes c'est des fêtes rituelles hein, pour réaffirmer l'existence des dieux. Donc, en fait, c'est du réalisme magique, on va dire. C'est la réalité, malgré tout. Mm. Euh, et, euh, et oui, elle en avait vraiment besoin quoi, pour se réimplanter aussi se réimplanter dans le monde, hein, je pense. Hein. Et le cinéaste en a besoin aussi hein, pour faire ce tour de force, qui est une des plus, je pense, une des plus grandes séquences poétiques de toute l'histoire du cinéma. Alors, vous évoquiez certains aspects du style du cinéaste, et il y en a un qui est, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de tergiverser, il est souvent là dans le film. Je veux dire, si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. C'est les plans séquences. C'est l'utilisation des plans séquences. Oui, Et j'aurais voulu bien vous entendre, enfin, j'aurais voulu vous entendre parler de ça, enfin, par rapport aux plans séquences. Qu'est-ce que ça dit, les plans séquences? Ça n'est pas qu'un exercice de style chez lui. Ça dit quoi bien sûr. exactement? Non, non, et puis c'est des plans séquences très différents. Alors, quand on imagine plan séquence, on a tout de suite Orson Welles et Brian De Palma, par exemple, hein, Ouais. voire Chantal Akerman. Et si on reste avec De Palma, ben, on voit très bien la virtuosité, les mouvements de grue, les points de vue qui se succèdent. Voilà, hein, cette espèce d'œil flottant là, qui passe, qui embrasse une scène. Chez Semaille, c'est vraiment complètement différent. Euh, les plans séquences, ils peuvent. Bah, il y en a un, par exemple, c'est le moment où elle poursuit sa fille à travers l'appartement, où elle passe à travers voilà, où elle tourne en rond. C'est jamais des plans séquences qui nécessitent une machinerie ou une virtuosité technique. C'est toujours une idée, en fait. Hein, c'est-à-dire on va suivre la petite fille et sa mère, voilà, qui tourne autour de la maison. Ou alors, il y a aussi la scène. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un spoiler? Non, pas vraiment. La scène de générique où on va voir Ren grandir et rencontrer tous les personnages du film, là aussi en plan séquence. Voilà, ça c'est son idée de plan séquence, qui est une idée bon, qui part plus, je pense, aussi de la poésie peut-être que d'une virtuosité, une virtuosité technique. Et c'est ce qui lui permet aussi
et ça, on le voit dès le départ dans l'ouverture du film, d'intégrer dans le même plan, dans le même cadre, des choses qui s'opposent. Généralement, quand on veut montrer 2 personnes qui s'opposent, on fait souvent un champ contre champ. Là, tout est dit dans le premier plan, dans le cadre, et il le fait souvent ça dans ce film, en tout cas. Quand il veut montrer des oppositions, il ne les sépare pas, cinématographiquement parlant, il les intègre paradoxalement dans le même cadre. Oui, 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 bah là, ce premier plan, c'est le repas avec cette terrible table triangulaire dont la pointe est dirigée vers le spectateur. Bah, en fait, il y a aussi quelque chose qui, dans ces compositions, ces plans séquences, le font échapper à un cinéaste américain. Voilà, américain occidental, je peux penser à Dario Argento, par exemple, aussi. Hein. C'est qu'il vient quand même de l'héritage du cinéma japonais et de Ozu, si on parle de drame domestique ou de mélodrame domestique. Donc, avec un cinéma qui est habitué, en effet, à une image très structurée, en plan fixe, souvent les fameux plans à hauteur de tatami, qui est structuré par le décor, par les portes coulissantes et les panneaux en papier, etc. Et il y a, comme à chaque fois, chez Soma, une sorte de reprise de ces motifs-là, et en même temps une modernisation et parfois une destruction aussi, ou en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus agressif, parce que là, il va s'agir évidemment de montrer un cadre familial qui va exploser. Et par exemple, là, voilà, dès le début, là, on n'est pas sur les tatamis, mais c'est normal puisqu'on est dans les années 90, mais la table qui aurait pu être une table horizontale, classique, c'est une table qui est quand même très bizarre avec juste 3 côtés en triangle. Donc ça montre que cette famille, bah, elle ne pensait pas accueillir un autre enfant. Hein. C'est une famille à 3 membres. Et tandis que bah, voilà, le plan séquence dont on parlait de la poursuite de Ren par sa mère, c'est une façon de complètement déstructurer un espace qu'on croyait aussi connaître parce qu'il avait été structuré et édifié par les maîtres, par Ozu, quoi. Voilà. Là aussi, ça montre aussi on est dans quelque chose, une époque qui est beaucoup plus, et un cinéaste qui est beaucoup plus iconoclaste. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous évoquiez au début le fait que, au premier abord, on n'a pas cette sensation que les films de Stromae, et en l'occurrence Déménagement, soient, comment dire, politisés. Mais finalement, quand on regarde bien, ne serait-ce que les répercussions de la société japonaise sur cet homme et cette femme, sur les 2 adultes, donc ça dit aussi beaucoup de choses. Et en plus de cela, il le verbalise. C'est ça qui est encore plus intéressant. C'est-à-dire qu'on peut pas ne pas voir. Ils le disent. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et Ren de sa position, ne veut pas l'entendre parce que, et puis certainement la même raison peut-être de ne pas vouloir l'entendre, mais c'est intéressant que le cinéaste le dit aussi, qu'il y a quelque chose qui fait que cette société en demande trop auprès de ses adultes. Bah, oui, oui, bien sûr, hein, parce qu'en plus, on est au moment de ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle économique. Hein. C'est-à-dire, c'est le moment où justement la croissance, le consumérisme, on est en train d'avoir un moment de collapse. Et puis arrive la crise. Voilà, donc une situation dans laquelle le Japon ne s'était jamais retrouvé depuis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le début de la croissance, mettons les Jeux Olympiques, 64 à peu près, donc ça n'a cessé de gagner en puissance, le Japon n'a cessé de gagner en puissance, de s'affirmer de façon industrielle, bon là on l'appelait le pays du transistor par exemple, hein, d'exporter, etc. Et puis la crise, comme dans tous les pays en fait, avec le crash de Wall Street, etc., arrive au Japon. Et donc c'est une crise qui est à la fois financière et puis une crise aussi, évidemment une crise sociale. Hein. Soma, il parle d'un problème social qui est peut-être pas aussi important
au Japon que dans les pays occidentaux, mais c'est le divorce, en fait. Voilà, c'est un pourcentage beaucoup moindre, mais c'est quelque chose qui n'était pas là avant. Mais il commence à y avoir dans la classe, voilà, des enfants de parents divorcés. Et donc, évidemment, pour le Japon, qui est quand même un pays qui s'est beaucoup bâti sur l'idée sur la structure familiale, qui avait quand même un fond confucéen assez fort, évidemment, fait des, ça fait des bouleversements. Et bon, l'autre côté du bouleversement social, c'est les parents qui, on va dire, c'est un peu des bobos japonais, ces parents-là, quoi. C'est des gens qui ont, lui, on ne sait pas trop dans quoi il travaille, mais donc c'est peut-être la publicité, hein, par exemple, ou quelque chose lié à la presse. Donc c'est notre travail, on voit que c'est pas non plus un salariman, voilà, en petit costume qui court des chines, il peut quitter son bureau, faire des choses, etc. Donc voilà, ça c'est un peu leur. Mais ces métiers-là vont avoir aussi les répercussions de la crise, connaître. En effet, c'est des familles qui peuvent être un peu plus précarisées qu'avant. Et le divorce arrive au milieu de ça. Mais c'est très truffaldien, en fait, pour le coup, c'est ce rapport au métier. On ne sait jamais trop ce que fait Antoine Doinel, à part dans Baiser volé, où il est détective, tout ça. Mais il y a un moment dans Domicile conjugal, il a un métier, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il pilote des bateaux, des miniatures. Enfin, il y a un rapport au travail qui est très, très bizarre. C'est un peu, je vais dire, alors là, je vais faire une digression, mais monumentale. C'est un peu le métier de chandeleur dans le foyer. On ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est un peu ça. Mais pour être sérieux, je trouve que c'est passionnant le fait de ne pas totalement définir ce rapport au travail, mais qu'il est là, quoi. Oui, ils ne sont pas du tout déclassés socialement, mais on se demande quelle est leur classe sociale. Je crois pour ça, c'est des bobos japonais, hein, voilà. Donc on voit qu'ils ont le père est très sympathique, hein, voilà, même dans ses rapports avec sa fille, c'est quelqu'un qui aime bien boire, la mère aussi d'ailleurs. D'ailleurs, c'est drôle parce que, alors là, je fais un petit pas de côté, mais lorsqu'elle boit, qu'elle rentre complètement saoule chez elle, la mère, on retrouve vraiment une gestuelle qui est propre à Sommeil. C'est-à-dire qu'il aime bien quand les personnages quittent leur stature et se mettent à faire un peu n'importe quoi. Voilà, par exemple, à marcher à quatre pattes, à casser des choses, etc. Et dans Sailor Suit and Machine Gun, qui veut dire costume d'uniforme marin et mitraillette, hein, je traduis, il y a la jeune fille qui, elle aussi, a bu un peu trop de saké. Et il y a un plan qui est très très long, alors là, un plan séquence très long, justement, où on la voit qui commence à marcher à quatre pattes, à monter sur le canapé, à retomber de l'autre côté, à monter sur une table, etc., tout autour du salon. Et c'est très longtemps, et c'est très drôle parce que voilà, elle est comme un petit chiot qui apprend à marcher, ou un drôle d'animal. Et voilà, il aime bien quand les êtres humains commencent à devenir un peu des animaux bizarres, quoi. Alors, je rappelle un déménagement. Ce qui nous réunit aujourd'hui, Stéphane Dumineldo et moi-même, c'est que c'est la sortie en DVD Blu-ray du film Déménagement depuis le 29 avril. C'est édité chez Survivance. Et parmi les bonus, il y a un entretien avec vous-même, enfin avec vous, pardon. Mais il y a aussi un livret de 16 pages, un texte de Mathieu Capel, entre autres, mais aussi de deux cinéastes, Ryusuke Hamaguchi et Hirokazu Koreeda, donc des cinéastes qui se disent énormément influencés, inspirés par Sommeil. J'aurais dû te poser cette question peut-être au début de l'émission, à savoir, lui, par contre, Sommeil, il se revendiquait de quel cinéaste? Alors, Sommeil, en termes de revendication, je ne sais pas, mais je sais qu'il a commencé sa carrière à l'Anikatsu en étant assistant dans les années 70. Et quand on était un jeune cinéaste, on était assistant à Nikatsu dans les années 70, on travaillait sur des films porno. Voilà, c'est ça. Enfin, des films porno, des films érotiques, hein, les fameux romans porno japonais. Et il était l'assistant d'un cinéaste qui s'appelle Chuzai Sone, qui est un des meilleurs cinéastes du genre, qui
qui a quelque chose d'un peu différent. Il a quelque chose d'un peu documentaire et d'un peu farfelu aussi. Voilà, il fait des films sur les hôtesses de bar, les patronnes des quartiers bars, etc. Donc quelque chose d'un peu néo-réaliste aussi, avec aussi des événements climatiques, hein, la pluie, voilà, la pluie qui tombe sur les petits quartiers de Shinjuku. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a appris chez lui. Et puis il y a un truc un peu foutraque, hein, dans ces romans porno japonais. Parfois il y a quelque chose, voilà, un peu néo-réaliste, hein, avec des choses filmées caméra à l'épaule. C'est des films tournés extrêmement vite, sans beaucoup de scénario, avec évidemment une grande importance accordée au corps et au gestuel. Donc c'est peut-être de ces de ces influences quand même. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit qui est important, c'est que Somai, il va fonder avec d'autres réalisateurs, dont Yoshiki Kurosawa, Ikeda, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regardais un peu mes notes parce qu'ils sont beaucoup. Sogo Ishii, bien sûr, Toshiharu Ikeda. Bref, ils vont fonder en 82 une compagnie de production qui s'appelle Directors Company. C'est-à-dire qu'au moment où les studios commencent à être déclinants, donc un groupe de cinéastes va s'associer pour produire leurs films qui seront distribués après, évidemment, par des compagnies plus affirmées, comme Nikatsu ou d'autres. Mais disons, voilà, on peut dire que c'est aussi le début du vrai cinéma indépendant japonais. Voilà, tout vient de cette petite compagnie qui est juste un regroupement de cinéastes, mais on peut faire des liens, voilà, avec les premiers Yoshiki Kurosawa, ou avec Ika, qui est un cinéaste de films d'horreur qui a réalisé Evil Dead Trap, qui est sorti chez le Shaki Fume, et Banmei Takahashi, dont Carlotta va éditer les deux volets d'une série qui s'appelle Door, La Porte, qui sont des thrillers assez étonnants. Et c'est pour eux que, pour cette compagnie-là, sa compagnie, donc, que Somai va tourner Sailor Suit, Typhoon Club. Voilà. Donc là, oui, c'est un courant du cinéma japonais des années 80, qu'on découvre tout simplement maintenant. C'est pour dire comment les choses, finalement, ont mis presque 40 ans, hein, avant d'être connus en Occident. Et de ce que vous venez de dire, c'est que ça montre à quel point, ça montre l'importance aussi de ce personnage, pas forcément en termes de mise en scène cinématographique, mais aussi dans la production et dans l'économie même du cinéma japonais, d'un aspect du cinéma japonais en tout cas. En tout cas, en attendant la ressortie de Typhoon Club, ça sera le 3, je l'ai noté, oui, 3 juillet 2024, on en reparlera sur la chaîne. Et ben, il y a le DVD Blu-ray du film Déménagement. Tout ça, c'est édité chez Survivance. Et je les remercie énormément pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page d'accueil du site Survivance pour vous procurer ce DVD Blu-ray. Merci beaucoup Stéphane Dumineldo d'avoir une fois de plus accepté de revenir sur la chaîne pour parler d'un sujet important. C'était un plaisir. Merci à vous en tout cas. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony